Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur l'étiquetage. Donc, je m'appelle Floriane Henry et je suis chargée de mission à l'ODG des Crus du Beaujolais. Alors pour commencer, on va vous faire un petit retour sur la réforme de l'étiquetage, rappeler un petit peu le contexte, le cadre réglementaire et puis comment s'applique cette réforme. Et puis ensuite vous présenter une alternative qui s'offre. Et Gilles vous présentera justement Viniscan qui est un outil permettant cette alternative. Alors on remet la réforme dans son contexte. Il faut savoir qu'en 2011, les produits alimentaires ont été soumis à une réglementation qui est d'afficher la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle. Donc là, vous en avez un exemple que vous pouvez retrouver maintenant sur tous vos emballages, sur vos paquets de gâteaux. Là, c'est un paquet de madeleine. Donc vous avez la liste des ingrédients et puis l'affichage nutritionnel. Alors jusqu'à aujourd'hui, les vins et spiritueux ont été exemptés de cette réglementation, mais le 6 décembre 2021, la Commission européenne est venue modifier l'article 119 du règlement 1308 de 2013. Donc ce règlement et cet article plus précisément, c'est les mentions obligatoires. Les mentions obligatoires, je les rappelle, ça va être la dénomination de la catégorie du produit de la vigne, le titre alcoométrique, le volume nominal, la provenance, l'identité de l'embouteilleur, les allergènes, le numéro de l'eau, la teneur en sucre pour les vins mousseux et enfin le message sanitaire. Et donc à toutes ces mentions obligatoires viennent s'ajouter les deux nouvelles mentions que sont la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle. Donc elles se sont ajoutées depuis que la Commission européenne, le 6 décembre 2021, les a rajoutées et elles s'appliquent à partir du 8 décembre 2023. Alors concernant l'application, on parle de tous les vins produits après le 8 décembre 2023. Qu'est-ce que ça veut dire un vin produit ? Alors pour un vin tranquille, c'est la fin de la fermentation alcoolique dès lors que le TAV requis est atteint. Pour les vins mousseux, c'est un petit peu plus compliqué. On a l'interprétation des douanes françaises qui nous dit la chose suivante. Les vins mousseux, vins de liqueur, produits après le 8 décembre 2023, à partir de vins tranquilles eux-mêmes produits avant cette date, pourront être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks sans que la mention de la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle soient obligatoires. Alors attention, nous on appelle une certaine vigilance puisque c'est l'interprétation des douanes françaises, mais on n'a pas encore l'interprétation des autorités étrangères. Donc les autres autorités européennes pourraient avoir une interprétation différente. Donc on appelle à une mise en conformité dès à présent. Pour le cadre de l'application également de cette nouvelle réforme, elle s'applique à tous les vins commercialisés dans l'Union européenne, c'est-à-dire que les vins étrangers qui sont importés dans l'Union européenne sont soumis à cette réglementation. En revanche, des vins européens qui seraient exportés hors Union européenne ne le sont pas. Attention toutefois, il faut quand même respecter la réglementation spécifique du pays d'importation. Et contrairement aux autres mentions, ces deux nouvelles mentions obligatoires doivent être traduites dans la langue du pays de commercialisation. Voilà les points de vigilance. Alors une alternative qui s'offre à cette nouvelle réglementation qui, on va dire, alourdit peut-être un peu plus l'étiquetage, votre étiquette, c'est la dématérialisation. Et la dématérialisation a été reconnue pour la première fois comme un support d'information du consommateur. Et ça, c'est une bonne chose. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez deux possibilités. Soit votre déclaration complète, elle est sur votre étiquette, soit vous avez toujours les calories et allergènes qui sont sur l'étiquette, ainsi que toutes vos mentions obligatoires précédentes, mais la déclaration complète peut être en ligne, à l'aide d'un QR code. Et donc ça se présente ainsi. Vous voyez, vous avez l'étiquette d'une bouteille avec vos mentions obligatoires, et vous avez toujours les calories, et ici, le QR code qui renvoie vers la déclaration nutritionnelle. Et donc, on a un outil pour ce QR code que je laisse la parole à Gilles pour vous présenter le Viniscan. Merci beaucoup Floriane, bonjour à tous. Merci pour ce rappel réglementaire. Alors effectivement, ce qui est intéressant dans le cadre de cette réunion, de cette conférence, c'était de faire ce rappel un peu contextuel sur la réglementation qui est déjà en vigueur d'ailleurs, qui va s'appliquer pour les millésimes à venir, et 2023 pour les vins mousseux et 2024 pour les vins tranquilles. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on fasse un cas concret. On va directement aller sur l'application pour voir
comment concrètement on saisit les informations ingrédients, déclaration nutritionnelle, comment on génère son QR code et de voir au final qu'est-ce que visualisera le consommateur sur son QR code, en flashant le QR code, pardon. Alors déjà, pourquoi avoir créé une application au niveau du vignoble français ? C'est pour 3 raisons qui sont indiquées ici. C'est que dans le texte d'application de l'Union européenne, il est précisé 3 choses. Il est précisé que les informations, donc les mentions obligatoires, liste des ingrédients et déclaration nutritionnelle, doivent être données dans un environnement totalement neutre. Donc il faut une étanchéité totale entre les informations réglementaires et les informations à vocation commerciale ou publicitaire. Parce que certains adhérents, certains opérateurs nous avaient dit pourquoi ne pas faire un lien vers mon site internet. Et le problème, c'est que comme le consommateur peut, en étant sur votre site internet, cliquer sur un autre bouton, il peut être renvoyé sur des informations commerciales, ce que le texte d'application interdit. Deuxième raison, c'est que le texte de l'application également précise qu'il faut ne pas collecter de données du consommateur qui va flasher le QR code. Donc c'est le respect de la RGPD. Donc le problème, c'est que les sites internet en général ont des cookies un peu qui analysent et qui gardent l'historique de navigation. Donc l'application, elle, permet de garantir une totale confidentialité de la navigation des consommateurs. Et dernier point qui est le plus important, ce qu'a évoqué tout à l'heure Florian, c'est que ce texte dit une chose un peu novatrice, c'est que les autres mentions obligatoires que vous avez déjà sur votre étiquetage, elles doivent être dans l'une des langues officielles, l'une des 24 langues officielles de l'Union européenne. Mais le texte dit que la liste des ingrédients doit être traduite dans la langue de destination du pays européen. Donc c'est-à-dire que si vous partez sur la partie étiquetage physique, si vous avez une palette qui part en Allemagne, il faut que la liste des ingrédients soit en allemand, si une palette part aux Pays-Bas, en néerlandais, etc. Donc l'intérêt de l'application, c'est quand le consommateur va flasher le QR code, l'information sera automatiquement traduite dans la langue du consommateur. Voilà. Deuxième point, avant de rentrer sur l'application, pourquoi la filière viticole française a voulu créer une application ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez dû certainement être sollicité par beaucoup d'opérateurs, d'entreprises informatiques qui proposent des solutions, dont certaines sont tout à fait de qualité. On n'est pas du tout là pour dire que c'est la seule application conforme. Mais simplement, la filière a voulu s'impliquer dans la création d'une application pour une raison très simple. C'est qu'en fait, il faut se rendre compte qu'on a eu un cadeau, entre parenthèses, dans la négociation. Parce qu'en fait, on est revenu à la réglementation générale sur l'étiquetage agroalimentaire. Mais dans la négociation, nous sommes la seule filière qui a obtenu le fait de pouvoir utiliser un QR code pour donner ces informations. Les autres filières agroalimentaires, eux, doivent tout mettre physiquement sur l'étiquetage. Donc on a un peu une chance dans notre malheur, si je peux dire, c'est de dématérialiser. Mais il faut savoir qu'au niveau européen, il y a des lobbies anti-alcool qui sont tout à fait vent debout le fait qu'on ait obtenu ça. En 2027, au niveau européen, il y aura une réforme qu'on appelle la réforme INCO, où va être remis à plat tout ce qui est réglementation des emballages des produits agroalimentaires. Et on sait très bien qu'à cette occasion, un état des lieux sera fait de la réforme. Et si la filière viticole européenne a fait n'importe quoi, c'est-à-dire que si on est sur des applications qui mélangent du marketing, du réglementaire, qui ne respectent pas les RGPD, des applications qui auront peut-être disparu d'ici là, parce que des startups auront peut-être vu que le business n'était pas au rendez-vous, donc auront peut-être coupé les serveurs avec des QR codes qui n'accéderont plus sur rien. Donc des étiquettes non conformes. Et qu'est-ce qui va se passer ? L'Europe va nous dire on arrête tout et on revient à l'étiquetage physique. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit au niveau de la filière, soyons au rendez-vous, faisons une application qui soit au niveau, et après chacun bien sûr décidera ce qu'il veut faire. Alors qu'est-ce que Viniscan on va dire, a de mieux ? Sachant que Viniscan, c'est le nom de l'application généraliste. À l'origine du projet, c'est la Champagne qui a commencé à travailler sur le sujet, qui a vraiment été à l'initiative de ce projet. On partage donc le back-office avec la Champagne, la Bourgogne également. Et nous, Viniscan, c'est le pendant de la Champagne et de la Bourgogne, si ce n'est qu'elle est généraliste. Dessus, vous pouvez saisir l'ensemble des appellations françaises, l'ensemble des IGP françaises et vins de France également. Qu'est-ce que Viniscan promet ? Premièrement, une totale conformité avec la réglementation européenne.
Ça paraît évident, mais on a déjà pu voir des applications qui ne le respectaient pas. Deuxième point, une application qui est sécurisée. Parce qu'il faut imaginer que lorsqu'il y aura des millions de bouteilles en circulation, il y aura automatiquement des tentatives de hacking, de cyberattaque. Donc on a mis en place des garde-fous. Rien n'est garanti à 100%, comme vous le savez, mais on respecte la norme ISO 27001. Une traduction automatique dans les 24 langues officielles de l'Europe, bien évidemment. Alors pareil, nous on traduit non pas en géolocalisant le consommateur, mais en fait, pour respecter les RGPD, on traduit en fait en reconnaissant simplement la langue de paramétrage du smartphone. Donc si le smartphone est en allemand, on traduit en allemand, mais on n'a pas à savoir où se trouve le consommateur en Europe. Viniscan est déjà prêt pour la fin des codes à barres. Vous savez qu'en 2027, les codes à barres vont disparaître. Donc Viniscan génère déjà des QR codes augmentés, c'est-à-dire qu'en fonction du téléphone, du support qui flashera le code à barre, le QR code, pardon, il donnera deux informations différentes. Si c'est un smartphone qui flashera le QR code, il donnera l'information consommateur, donc ingrédient, déclaration nutritionnelle. Si c'est une douchette de magasin, une caisse d'enregistreuse, il donnera l'information du code à barre, donc tout ce qui est conditionnement, prix, etc. On n'est pas encore là, mais voilà, on est déjà prêt là-dessus. L'application elle a été testée et conçue par 2000 vignerons, parce que le sujet c'était de faire une application extrêmement fluide, ergonomique, et que ce soit un jeu d'enfant à saisir la donnée. Donc en moins de 2 minutes, on génère un QR code. Il y a un accompagnement, donc il y a 2 personnes qui sont dédiées à plein temps à recevoir vos appels, vos mails pour vous accompagner. Un tarif unique qui est de 150 € par an, avec des QR codes illimités. Et surtout, alors on a changé, les QR codes sont garantis, on va dire, accessibles à vie. Au début, on était parti sur 10 ans, et en fait, aujourd'hui, on est sûr qu'on peut garantir, sans limite de durée, le fait que les QR codes soient toujours activés. Parce que le texte de l'application dit que les QR codes doivent être accessibles, l'information réglementaire, donc ingrédients nutritionnels, doit être accessible durant toute la durée de vie du produit. Donc ça peut être 15, 20, 30 ans, ça dépend du type de vin. Donc il faut garantir la pérennité de l'accessibilité de l'information du QR code. Donc voilà, c'était pour vous remettre un petit peu dans l'idée de pourquoi une application au niveau de la filière. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer sur vraiment le cas concret. Donc là, je bascule sur le site qui s'appelle viniscan.com. Donc pour ceux qui veulent ouvrir un compte, c'est totalement gratuit, hein, il suffit d'aller sur l'onglet ouvrir un compte ici. Vous saisissez les informations et vous ne payez donc les 150 € qu'à partir du moment où vous souhaitez que vos QR codes soient flashables par les consommateurs. Vous pouvez très bien dès maintenant saisir vos informations QV, générer vos QR codes, les imprimer, et le jour où vous souhaitez que l'information soit flashable, on va dire par un smartphone, c'est à ce moment-là que vous payez l'abonnement. Donc une fois que votre compte est créé, il vous suffit d'aller sur l'accès Viniscan ici. Donc vous saisissez votre email, votre mot de passe que vous aurez généré. Et voici donc la page d'accueil connecté de Viniscan. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse vraiment les 3 étapes clés, c'est-à-dire qu'on va saisir les informations QV. Ensuite, nous allons créer le QR code associé à la QV que nous aurons créée. Et on va aller voir ensuite l'information que visualisera le consommateur. Donc je rentre sur ma rubrique domaine et QV. Là, comme vous pouvez le voir, donc j'ai déjà créé un domaine fictif qui s'appelle domaine délice. Je peux tout à fait ajouter une deuxième structure. C'est-à-dire qu'avec un seul abonnement, vous pouvez gérer 2 sociétés. On a pensé ça notamment pour les domaines qui ont une petite activité de négoce ou les domaines qui ont du conventionnel et un domaine bio. Parce que le but, c'est pas de vous faire payer 2 abonnements. Nous, on est un syndicat à but non lucratif. L'idée, c'est d'accompagner les vignerons. Donc, c'est pas de vous faire payer 2 abonnements. J'arrive sur ma partie, une fois que mes données domaines sont rentrées, j'arrive sur ma partie mes cuvées. Donc là, vous voyez déjà toutes les cuvées que j'ai créées. Donc, je peux bien sûr dupliquer une cuvée, si je veux ressaisir une cuvée assez similaire, ou revenir pour modifier à l'envie les informations que j'ai créées. Donc, nous, on va créer une cuvée, on va partir de 0. Donc je clique sur ajouter une cuvée. Là j'ai mon nom de producteur qui se met par défaut. Je choisis l'identifiant de la cuvée. Donc 2 options, soit c'est le numéro de lot, soit c'est le nom de la cuvée. C'est vous qui définirez un peu comment vous classifiez vos vins. Donc je sais pas, on peut peut-être faire
Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette? On peut mettre un nom de cuvée, par exemple. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais les crocs, par exemple. Je choisis ma classification. C'est un vin de France, une AOP ou une IGP. On va partir sur AOP, par exemple. Et après, il y a une saisie, bien sûr, intuitive. Je ne sais pas dans quelle région. On peut dire, par exemple, qu'on va saisir je sais pas, un Languedoc. Donc, je tape les premières lettres. Et j'ai Languedoc qui apparaît avec les différentes sous-appellations. Donc nous, on va faire un Languedoc sans mention complémentaire. On va faire un Languedoc tout court. Vous avez une option de rajouter, si vous le souhaitez, une référence, c'est-à-dire qu'à côté de votre QR code, si vous voulez qu'apparaisse par exemple le nom de la cuvée, les crocs, vous pouvez la saisir et à ce moment-là, vous pourrez générer un fichier où il y aura le QR code et votre référence écrite si vous voulez en plus avoir une référence à côté du QR code. Le code EAN, donc comme je vous disais, c'est déjà prévu pour 2027. Quand vous le souhaiterez, quand ça sera prêt, parce qu'il faut attendre que les magasins changent leur appareil de scan, vous n'aurez qu'à saisir vos 13 chiffres du code à barre et ça donnera l'information, ça embarquera l'information de GS1. Le millésime est facultatif. Et là, on arrive à la version affichage. Là, c'est intéressant, il y a deux options. Soit vous dites, je veux un affichage simplifié, c'est-à-dire que quand le consommateur flashera le QR code, il n'aura que l'information ingrédients, déclaration nutritionnelle, donc la réglementation, rien que la réglementation. Ou l'autre option, c'est l'affichage étendu, où là, on vous donne la possibilité de rajouter une photo de bouteille, un label, HVE, Terravitis, Bio, etc. Des informations de durabilité, si vous le souhaitez, notamment des consignes de tri pour la France. Voilà. Donc, je ne sais pas si on fait une version simple ou étendue. On peut faire une version simple à la rigueur. Là, on va faire quelque chose de très factuel. Donc là, je reste sur la version classique. À chaque fois, vous voyez, vous avez des petits i d'information qui vous expliquent chaque champ à remplir, quelle est son importance. Dernier point sur cette page qui est intéressant, vous voyez recyclage en Italie. Pourquoi il y a cette option? Au niveau européen, il y a une directive européenne qui est votée, alors qui n'est pas transposée dans tous les textes nationaux des pays européens, mais cette directive dit qu'il faut désormais donner la recyclabilité de chaque partie de l'emballage. L'Italie est le premier pays à avoir transposé dans ses textes nationaux cette obligation. Donc c'est actif depuis le 1er janvier 2023. Donc si vous exportez sur l'Italie, potentiellement, vous activez cette ligne, donc je l'active, et là on me dit de choisir ce que le gouvernement italien demande de préciser. Donc préciser quelle est la couleur du verre de la bouteille, s'il y a un bouchon, si c'est un effervescent, s'il y a une plaque de muselet, un muselet, une coiffe, une capsule, un carton, une étui en carton, casse-bois, etc. Donc là, par défaut, je vais laisser ce qui est précoché, je valide. Ce qui veut dire que ces informations-là, quand un consommateur italien flashera le QR code, en plus de l'information ingrédients et nutritionnelle, il aura l'information recyclabilité de ces emballages qui sont adaptés aux différentes poubelles de tri italiennes. Je clique sur suivant. J'arrive à la fameuse page ingrédients. Je l'ouvre. Et là, vous retrouvez les ingrédients que l'Union européenne vous demande de mentionner si vous les avez utilisés durant la vinification. Donc, je ne vais pas tout vous lire en détail, mais en gros, c'est par catégorie. Donc, produit de base, raisin, c'est mieux. Ensuite, catégorie enrichissement. Troisième, conservateur. Quatrième, régulateur d'acidité. Cinquième, stabilisant. Et après, sixième, liqueur de tirage. Septième, liqueur d'expédition. Huitième, gaz d'emballage. Et après, on a autres ingrédients qui ne nous concernent pas, qui concernent plus des ingrédients pour des vins d'autres pays européens. Pour chaque catégorie, donc, vous avez les ingrédients qu'il faut mentionner si vous avez utilisé. Et avec une option qu'on a rajoutée, vous pouvez mettre l'ingrédient en lettres ou alors avec son abréviation, son code. Chacun fera ce qu'il veut, mais on a fait cette option. Certains opérateurs nous l'avaient demandé. Dans notre cas, dans notre exemple, on peut dire qu'on a utilisé du dioxyde de soufre, soit en médioxyde de soufre, soit E220, on va mettre en lettres. On va dire qu'en régulateur d'acidité, nous avons utilisé de l'acide tartrique. Et en stabilisant, de la gomme arabique, par exemple.
Si jamais vous mettez en bouteille sous gaz inerte, argon, azote, etc., vous devez cocher mis en bouteille sous atmosphère protectrice. Donc une fois que j'ai saisi, donc c'est du déclaratif, pas besoin d'analyse supplémentaire, parce que j'ai souvent cette question, c'est juste vous dites qu'est-ce que j'ai utilisé comme ingrédient lors de la vinification. On ne vous demande pas de pourcentage, c'est juste du déclaratif. Je valide si c'est OK pour moi. Mes ingrédients sont listés. Après, je peux toujours bien sûr revenir dessus, modifier. Si je veux revenir, je me suis trompé, je décoche, je reviens, je décoche, ça enlève l'ingrédient, quoi. Donc je valide cette page-là, je passe à ma page suivante, qui est la page déclaration nutritionnelle, alors qui est extrêmement simple. On va même la retravailler un peu, elle sera encore même plus simple après. Mais là, elle est encore sur la phase classique. Donc là, déclaration nutritionnelle extrêmement simple, vous allez saisir votre degré d'alcool, je peux en mettre 13 degrés, votre taux de glucides. Donc actuellement sur l'application, c'est pour 100 millilitres. On va bientôt changer, ça sera par litre, parce qu'on a plutôt l'habitude de parler par litre, donc ça fera le calcul automatiquement pour ramener à la portion de 100 millilitres, qui est la valeur qui est demandée par l'Union européenne. Donc je remplis mes glucides, mes sucres, on va mettre 0,2 par exemple. Et après, je vais choisir ma valeur énergétique. Alors ça pareil, on va revoir ce tableau, ça sera beaucoup plus ergonomique. Ma valeur énergétique, elle sera donnée par catégorie de vin. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est de dire un vin sec, moins de 4 grammes par litre. La valeur énergétique standard, on est à 77 calories. Alors c'est même 79, on a fait une petite modification en lien avec les fraudes françaises. Mais voilà, ça sera généré automatiquement. C'est pour ça, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, ça va être simplifié dans les jours à venir. Donc oui, très simple, degré, sucre résiduel, c'est les deux informations que j'ai besoin de connaître pour pouvoir rentrer les données. Je valide. J'ai mon récapitulatif. Je vois les informations que j'ai saisies sur mon nom de cuvée, mon option que j'ai activée, recyclage en Italie, mes ingrédients, ma déclaration nutritionnelle. Si c'est OK pour moi, je crée la fiche cuvée. Ma fiche cuvée est bien créée, ça me l'indique. Et on me dit, attention, le QR code associé à cette page n'a pas, lui, encore été créé. Donc vous pouvez soit le créer maintenant, donc j'ai un lien direct, ou alors je reviens sur ma page d'accueil et je vais sur ma rubrique, ce qu'on va faire. Donc je reviens sur la page d'accueil, je passe à ma deuxième rubrique, créer un nouveau QR code. J'ai ma fiche cuvée qui est en attente, qui est là. Il me suffit de mettre suivant. Mon QR code est créé. À côté de mon QR code, donc j'ai plein d'options. On a vraiment voulu laisser le choix entre ceux qui font totalement faire l'imprimeur sur l'impression, ceux qui font faire une partie par l'imprimeur mais qui repiquent une partie. Donc c'est vraiment à tiroir. Vous pouvez tout à fait changer la couleur du QR code si vous le souhaitez. Par exemple, voilà, je vais le mettre en rouge. Si vous avez un code Pantone particulier, ouais, ça vous le modifie. Rajouter le titre. Parce qu'initialement, on avait demandé, on avait obtenu que le QR code n'ait pas de titre, qu'il y ait simplement un i au cœur du QR code pour dire i d'information. Et malheureusement, les fraudes ont estimé que ce n'était pas suffisant pour que le consommateur comprenne que ce QR code contenait des informations nutrition et ingrédients. Et ils nous ont obligés à préciser par le biais d'un titre le contenu du QR code. Donc le titre, c'est ingrédients et nutrition. Et sous le QR code, vous êtes obligé, donc ça c'est ce qui est associé au QR code, à écrire à côté sur l'étiquette, un titre, et sous le QR code, la valeur énergétique. Dans la négociation qui a été faite avec l'Union européenne, ils nous ont dit OK pour dématérialiser la liste des ingrédients, déclaration nutritionnelle, mais à minima, il faut que vous mentionniez physiquement les calories. Donc on a le E, qui est E, c'est E de abréviation d'énergie. E, 100 ml, 324 kJ, 77 calories, qui bien sûr sera évolutif en fonction de la teneur en sucre et du degré d'alcool de votre cuvée. Je peux rajouter, alors ça c'est encore un sujet, je pense qu'il y aura des discussions au niveau européen, comme l'Italie est le seul pays à avoir appliqué, transposé dans ses textes la directive recyclabilité. Aujourd'hui, il nous est demandé de mettre un petit sous-titre pour l'Italie, Scopri como recyclare, je ne parle pas bien italien, mais ça veut dire consigne de tri, comment recycler. Et nous, demain, quand d'autres pays vont appliquer la directive, la transposer, on ne va pas faire une phrase pour chaque pays européen. Donc j'espère que d'ici là, une solution sera trouvée pour faire comme on a fait pour le titre,
une phrase standard et qui permettra d'avoir un QR code générique pour l'ensemble du marché européen. Et ça, c'est en cours. Une fois que j'ai cliqué mes options, que je peux décliquer d'ailleurs, hein, parce que imaginons que vous dites, bah non, moi je vais faire imprimer par mon imprimeur le titre, la valeur énergétique, il n'y a que mon QR code que je vais venir repiquer, je peux très bien tout enlever. Et comme ça, je génère que mon QR code. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de faire quelque chose à tiroir où vous choisissez les informations que vous voulez générer. Une fois que je suis clair là-dessus, je n'ai plus qu'à télécharger mon QR code. Donc j'ai plusieurs formats, SVG, en PDF, en PNG, en JPEG, ou même directement l'envoyer par mail à mon imprimeur. Comme ça, il reçoit l'information, il sait que c'est tel domaine, tel QV, et il peut l'implémenter sur mon étiquette. Voilà, et maintenant on va aller à la troisième rubrique, qui est la rubrique Ma liste de QR codes. Donc là, j'arrive à mon listing de tous les QR codes que j'ai déjà générés. Et on va aller voir le QR code qu'on vient de saisir. J'ai une option aperçu consommateur. Donc voilà, concrètement, quand je vais flasher mon QR code, l'information que je vais voir. Donc ma déclaration nutritionnelle, mes ingrédients. Tout simplement. Alors là, parce qu'on a fait la version simplifiée, vous savez. Si j'avais fait la version étendue, j'aurais potentiellement pu mettre la photo de la bouteille, j'aurais potentiellement pu mettre en dessous des informations ingrédients et nutritionnels le label environnemental, sachant que vous savez, on est très cadré, hein. Pas de commercial, pas de marketing. Le label est une certification, il n'y a pas d'enjeu derrière de communication, on l'a fait valider. Si je prends, pareil, pour montrer, hein, là je suis en français, si je bascule par exemple en italien, donc si mon smartphone est paramétré en italien, en plus de l'information, donc déclaration nutritionnelle et ingrédients, vient se rajouter dessous ma partie recyclage. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui est génial, c'est de dire je n'ai qu'un QR code et qui permet de générer l'information pour l'ensemble des pays européens. Après, il y a des petites choses un peu gadget, on a mis le Nutrisson pour les personnes malentendantes qui peuvent donc oralement écouter les informations. Et on peut télécharger un PDF qui donc donne l'accès à l'information ingrédients nutritionnels. Et en bas de ce PDF, il peut y avoir votre adresse de votre site internet. Parce qu'en fait, là, on est sorti du cadre de la page où le consommateur a cliqué. Donc, comme il fait une deuxième action de télécharger, on sort du champ d'application du texte européen. Donc, il télécharge une fiche où il retrouve l'information ingrédients nutritionnels. Et en bas, il a le nom du domaine. C'est le petit clin d'œil pour ceux qui se plaignaient qu'il n'y ait pas de retour vers leur page, vers leur site. Et pour finir, comme j'ai été un peu long, je m'en excuse. Là, on a raisonné consommateur final. Donc là, je génère un QR code pour mon consommateur final. Nous, on a intégré aussi une autre rubrique qu'on est en train de finaliser qui s'appelle Mélo vrac-ébouché. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde parle du QR code pour le consommateur. Mais il ne faut pas oublier que ça oblige derrière une traçabilité en amont. C'est-à-dire que demain, un négociant qui achèterait 7 lots à 7 vignerons différents, lui, il va devoir assembler ces lots. Et derrière, si un jour les fraudes viennent le contrôler, il devra rendre des comptes en disant qu'est-ce qui nous garantit que vous avez bien mis la liste exhaustive des ingrédients des 7 lots. Donc le vigneron pourra, en même temps qu'il génère son DAE, aller sur cette rubrique Mélo vrac-ébouché. Il fera la même chose qu'on a fait quasiment, si ce n'est qu'il mettra le numéro de contrat si c'est du vrac, au numéro de lot si c'est du tiré-bouché. Il mettra son volume et derrière, il pourra générer un PDF qui transmettra à son négociant. Et sur Viniscan sera archivé, on va dire, les informations ingrédients et nutritionnels du lot envoyé. Comme ça, si dans 5-6 ans, le négociant a un contrôle, il dit écoutez, voilà, moi j'ai la fiche qui m'a été donnée par mon fournisseur vigneron. Et si les fraudes reviennent vers vous, derrière, vous dites voilà, moi, la fiche que j'ai générée à l'époque pour ce lot. Donc ça vous permet d'avoir une traçabilité. Voilà, on va dire c'est une option, hein, c'est inclus dans l'adhésion. Pour ceux qui souhaiteront, c'est peut-être un outil assez fluide. Voilà, puis après, comme on a beaucoup évolué, parce que malheureusement, le texte est en application depuis le 8 décembre, mais il y a encore eu des changements sur le mois de janvier, parce que l'interprétation du texte des fraudes françaises n'était pas tout à fait encore figée. Donc là, on a vraiment les dernières informations, on sait qu'on est OK. Donc il y a les petites parties, assistance, documents qu'on va mettre à jour pour vous donner vraiment des notices sur comment saisir les informations.
Voilà, pour la présentation, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des questions, soit sur la réglementation de manière générale ou sur l'outil en particulier. Alors comme je vous dis, qui est un outil parmi d'autres, voilà, c'est l'outil que la filière a mis en place, qui sert au moins un peu de référence. Il y a chacun, bien sûr, fera ce qu'il a envie de faire. Bonjour, j'avais une question par rapport à la taille du QR code. Je voulais savoir si ça avait été figé une bonne fois pour toutes, si c'était toujours des préconisations. Voilà. Bah, tout à fait. Alors, ça reste. Alors, qu'est-ce que dit le texte? Le texte dit le QR code, c'est une renvoi vers les mentions obligatoires, donc il rentre dans le champ d'application des mentions obligatoires. Quelle est la taille minimale d'une mention obligatoire? Donc, les mentions obligatoires existantes et celle-ci. La taille, c'est 1,2 mm en partant de la lettre X en minuscule. C'est ce que dit le texte de loi, avec une précision qui dit il faut que l'information soit lisible, indélébile et facilement, on va dire, accessible aux consommateurs. Mais on sait très bien qu'un 1,2 mm, un QR code, c'est pas possible, parce que là, on rentre dans un deuxième niveau, c'est minimum 1,2 mm, mais là, le juge de paix pour le QR code, c'est est-ce qu'il est flashable par un smartphone? Donc le sujet, il est là, c'est de dire, c'est là où on vous invite fortement, quand vous allez faire des épreuves de BAT d'étiquette, à l'imprimer. Et moi, je vous conseille, avec 2 ou 3 smartphones de différentes marques, de différentes qualités, si je peux dire, de voir que, on va dire en quelques secondes, le lien Internet, quand vous mettez en mode photo, que le lien Internet s'affiche. Parce que ce qu'un inspecteur des fraudes va regarder en premier, c'est de dire, est-ce que le consommateur facilement peut flasher le QR code? S'il ne peut pas le flasher, c'est que vous ne donnez pas accès à l'information. Donc ça, c'est vraiment... Alors les tests qu'on a fait, la taille du QR code, ça reste une moyenne, c'est entre 13 mm par 13 mm. On est à peu près dans cette dimension-là pour avoir un rendu correct. Après le titre et la valeur énergétique, rien ne vous empêche de la réduire du moment qu'elle est au-dessus d'1,2 mm de taille. Voilà. Et pareil, alors moi je maîtrise moins, là, c'est plus les imprimeurs qui pourraient répondre, je ne sais pas si on a dans la salle, mais ça va dépendre aussi du papier. Ah bah. Donc après là c'est plus votre partie, moi je ne maîtrise pas du tout, c'est en fonction du type de papier, de la qualité d'impression. Si c'est un imprimeur, je pense que ça sera mieux imprimé que si c'est du repiquage avec une imprimante de repiquage. Enfin il y a beaucoup de paramètres, là c'est vraiment chaque opérateur qui doit faire des tests. Ouais. Est-ce qu'il doit être positionné aussi vers l'alcool Très bonne remarque. Ouais, très bonne remarque. Donc ça, en fait, effectivement, que je l'ai précisé, ce sont des mentions obligatoires. Ce sont 2 nouvelles mentions obligatoires. Donc, ce qui veut dire qu'elles doivent être dans le même champ visuel que les mentions obligatoires existantes. Donc attention, effectivement, le QR code, je ne le mets pas sur ma contre-étiquette si mes informations légales obligatoires sont sur mon facing. C'est vraiment, je mets tout dans le même champ visuel. Donc c'est vraiment, voilà, faut que, sans avoir, ce que dit la réglementation, sans avoir à tourner la bouteille, que ce soit de manière horizontale ou verticale, il faut que je puisse, sans bouger, lire l'ensemble des mentions obligatoires. Certains aussi, j'anticipe, ceux qui ont encore des lots d'étiquettes, qui est peut-être des étiquettes où ils repiquent dessus, qui n'auraient pas la place de mettre le QR code. Alors c'est pas très esthétique, mais l'option potentiellement, c'est de mettre un sticker. Donc encore faut-il avoir une détecteuse de 2 ou 3 postes, ça dépend. Mais voilà, ça peut être une option de dire, pour ne pas gâcher mes étiquettes, je rajoute mon sticker, un peu comme un macaron, dans le même champ visuel que mes mentions obligatoires existantes. Ouais. Oui, je reviens à votre exemple des ingrédients. Alors bon, c'est un exemple donc, que vous avez coché. À un moment, vous avez coché dioxyde de soufre. Et à un moment, il y avait une mention aussi que vous n'avez pas coché où c'était écrit sulfite. Alors c'était intentionnel de votre part ou c'était dans... Comment ça se passe? Alors, on va revenir dessus. En fait, non, là vous avez raison, c'est un peu contre-intuitif. En fait, quand on saisit dioxyde de soufre, en fait, dans les ingrédients, on vous demande de saisir dioxyde de soufre, mais dans le visuel du consommateur, on le traduit en sulfite. C'est ça, en fait. Effectivement, comment dirais-je, on donne la version, on va dire, simplifiée au consommateur, et tout à fait. Donc là, vous avez raison. On est resté sur le texte européen qui, lui, nous donnait ces informations, on va dire le terme œnologique des ingrédients. Et nous, on le traduit en sulfite aussi pour une raison très... Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, je reviens sur la fiche. On
On le met même en gras. Je ne sais pas si vous voyez là. Il apparaît en gras en fait. Pourquoi? Parce que comme c'est un allergène, on est obligé, même s'il est déjà sous l'étiquette physique, parce que vous avez déjà marqué contient des sulfites, on est obligé de le mettre en gras sur la liste des ingrédients, parce que c'est un allergène, donc on doit le préciser. Mais effectivement, je ne sais pas pourquoi, il y avait cette demande de traduire cet ingrédient-là, de le traduire en sulfite et pas de garder le terme, je ne sais pas comment on pourrait dire d'un point de vue œnologique, mais le terme technique, quoi. Mais effectivement, c'est l'ingrédient où le terme change entre la saisie professionnelle et la visu consommateur. Ah oui, c'est vraiment notre la mention des allergènes sur l'étiquetage physique contient des sulfites reste. L'Europe estimant que là, ça ne remplace pas, ça vient compléter. Là, on est dans la mention liste d'ingrédients et elle ne se substitue pas aux mentions existantes obligatoires. D'ailleurs, pareil, je fais une aparté, mais c'était parce que comme l'application, elle est collaborative, on la partage avec tous les vignobles. Je sais que notamment que là, récemment, la Champagne a demandé de rajouter en bas, vous n'avez peut-être pas vu, les allergènes. On peut en plus, alors là on est dans le plus, préciser, alors que c'est déjà censé être sur l'étiquette. Si on a fait un collage à base de lait, à base d'œufs, etc., on a mis cette option de repréciser. En mettant, d'ailleurs, sulfite, là pour le coup on l'a mis comme ça, comme l'allergène, là, on a mis à préciser si pas déjà utilisé dans les conservateurs, de ne pas le mettre en doublon. C'était une demande de dire, pour certains qui veulent être dans une transparence un peu plus poussée, de dire je répète en plus dans ma liste d'ingrédients on va dire les résidus potentiels issus de collage notamment, quoi. Mais ça c'est optionnel, on va le rajouter, ça de mettre entre parenthèses que c'est de l'optionnel. Est-ce qu'après génération du QR code, on peut changer la liste des ingrédients? C'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt, et justement, c'est vrai que c'est un point important que dit Delphine. Moi, ce qu'on invite à faire aujourd'hui, pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est surtout de dire à tous les vignerons, tous aux coopératives négociants, générez dès maintenant un compte sur Viniscan ou autre, mais voilà, prenez une application, créez vos fiches cuvées, mais des fiches brouillons. C'est-à-dire, je mets par défaut, j'ai ma cuvée l'écro, je sais qu'à peu près mes ingrédients habituels, c'est ça, je suis à peu près dans tel degré d'alcool, tel sucre résiduel. Générez votre QR code, faites ce travail avec votre imprimeur de dire où est-ce qu'on le positionne sur l'étiquette ou sur la contre-étiquette, avec les autres mentions obligatoires. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez imprimer dès maintenant vos étiquettes. Une fois que vos vinifications sont finies, vous revenez sur Viniscan, vous revenez sur la fiche cuvée, et là, vous mettez à jour vos informations. Parce qu'en fait, les informations liées au QR code, elles sont totalement modifiables à l'envie. Donc, je reviens sur mon QR code, sur ma fiche, pardon. Imaginons que là, on est en novembre 2024. Donc, moi, mes étiquettes sont déjà imprimées, j'ai fait mon travail. J'ai même étiqueté mes bouteilles, j'ai ma palette qui est prête à partir. Je reviens tranquillement sur Viniscan. Je vais sur ma cuvée l'écro. Je vais la chercher là-haut. Ou peu importe, je reprends je vais prendre l'écro. Voilà, je retrouve ma cuvée l'écro qui est ici. Je vais sur modifier. Et là, tranquillement, je dis, en 2 secondes, je dis, écoute, je reprends mes ingrédients. Je pensais mettre de l'acide tartrique, j'en ai pas mis. Je décoche. Je pensais mettre de la gomme aramique, j'en ai pas mis. Finalement, j'ai mis uniquement... par contre, j'ai chaptalisé. Donc, je mets ça carose. Je valide. Suivant. Et là, je dis, tiens, mon degré d'alcool, c'est plus 13, c'est plutôt 12. Donc, je modifie mes infos. Voilà, ça a changé. Bon, vous avez compris l'idée, je ne vais pas le saisir, mais je modifie mes infos. Je vais à la fin. Modifier la fiche cuvée. C'est fait. Ça veut dire que si vous flashez le QR code après ce que je viens de faire, on va le faire. Donc, je vais flasher mon QR code l'écro. Donc là, ça équivaut à un flash. Hein. Alors, je suis encore en italien, je repasse en français. Voilà.
Et bien vous voyez qu'en ingrédients, j'ai raisin, sucre, conservateur, sulfite. J'ai plus ma gomme arabique, j'ai plus mon acide tartrique. Donc c'est tout l'intérêt. Et même, on va plus loin. Alors c'est pas le but, hein. Mais demain, vous faites vos étiquettes, donc avec votre QR code, vous faites vos vinifications, vos vins partent. Et vous vous rendez compte au bout d'une semaine, vous dites mince, j'ai pas mis à jour mon QR code, mes informations sur Viniscan. Bah, vous retournez sur Viniscan, vous mettez à jour l'info, et même si vos bouteilles sont déjà distribuées dans toute l'Europe, le consommateur qui flashera le QR code après la mise à jour aura la version que vous aurez mise à jour. Donc c'est tout l'intérêt, c'est que le QR code, l'information est modifiable sans durée limitée. Et imaginons, je vais avoir un cas extrême, vous avez oublié un ingrédient, pas de chance, dans 2-3 ans, un inspecteur des fraudes prélève une de vos bouteilles, l'analyse, et revient vers vous et vous dit écoutez, nous sommes embêtés, on voit qu'on a eurodaté tel jour votre bouteille affichée qu'il n'y avait pas de gomme arabique, et nous, dans l'analyse, on a trouvé de la gomme arabique. Donc, potentiellement, il y aura un procès verbal qui sera dressé, mais l'avantage, vous pourrez dire écoutez, mea culpa, je reviens sur Viniscan et je coche gomme arabique, ça veut dire que vous allez mettre à jour l'information. Donc vos bouteilles, du moment où vous aurez le modifié, contiendront la bonne version avec la partie gomme arabique. Donc ce qui est bien, c'est que ça serait les seules mentions obligatoires qui seront modifiables en cas si on va dire une erreur a été faite volontaire ou involontaire, quoi. Donc ça, c'est aussi le côté intéressant, c'est qu'on peut modifier tout le temps l'information. Mais c'est vrai que c'est un truc un peu contre-intuitif, c'est qu'on n'a pas cette habitude de dire j'ai mes bouteilles, mes étiquettes qui sont imprimées, mes bouteilles sont en circulation et je peux modifier l'information. Vous savez que c'est quelque chose, un mode de réflexion qu'il faut prendre. Ouais. Ouais. Ah, une question. Alors, justement, ça c'est là où j'ai pas voulu trop m'étendre, pardon. En fait, on va simplifier beaucoup cette page. Alors, là, on rentre dans le détail, hein. Mais c'est ce qui nous embêtait, parce que nous, l'enjeu, alors si on raisonne fraude, eux, c'est très basique. C'est un lot ou une cuvée, un millésime, un QR code. C'est comme ça qu'ils raisonnent en disant, j'ai un produit, je fais un QR code. Ça, on l'entend, mais nous, on raisonne aussi petit opérateur, où c'est plus compliqué de ceux qui ne font pas des séries de 50 000 étiquettes par cuvée, qui ont des cuvées de 1000 bouteilles, 2000 bouteilles, tout l'impact financier est un peu lourd. Donc nous, alors je mets des réserves, hein, je vous dis théoriquement ce qu'on peut faire, après c'est adapté à chacun. Mais imaginons, je suis vigneron, je me dis d'une année sur l'autre, mes ingrédients sont les mêmes, mon taux de sucre reste dans une tolérance à peu près similaire, mon taux d'alcool pareil. Eh bien, nous, ce qu'on propose, c'est déjà, alors, identifiant la cuvée, il ne faudra pas mettre le numéro de l'eau, parce que par définition, il change, mais mettez le nom de la cuvée. Bien sûr, ne pas saisir de millésime. Je passe à ma page ingrédients. Si mes ingrédients, alors c'est peut-être juste là, où il faut que mes ingrédients soient pareils. Si une année chaptalise, une année chaptalise pas, c'est plus le même QR code. Mais imaginons qu'on est sur 2 belles années où j'ai pas chaptalisé, les ingrédients sont les mêmes. Nous, ce qu'on est en train de modifier, c'est ce que je vous disais sur cette page. On va faire quelque chose de beaucoup plus simple. Nous, quand vous allez arriver sur la page déclaration nutritionnelle, vous allez ouvrir un tableau. Vous aurez des colonnes teneur en sucre par catégories qui sont reconnues dans la réglementation européenne, c'est-à-dire vin sec, moins de 4 grammes, demi-sec, entre 4 et 9. Après, on passe à encore une autre catégorie demi-sec. Après, il y a les moelleux, ça va jusqu'à 45 grammes par litre. Donc, vous aurez plusieurs catégories. Si on raisonne un peu dans la région, vraiment on est en dessous de 4 grammes dans les cahiers des charges, je pense un peu de tout le monde. Je raisonne vin tranquille là. Après, on aura la même chose pour les vins mousseux. Mais donc je vais dans ma catégorie moins de 4 grammes si je suis en vin sec. Je vais dans ma colonne après alcool. Donc vous aurez des tranches en disant entre 12 et 15 degrés, c'est par exemple 67 calories. Entre 15 et 17, c'est tant. Donc si je prends ma valeur moyenne, moins de 4 grammes de sucre résiduel par litre, je suis entre 12 et 15. Ça va vous donner une valeur énergétique standard, ce que le texte européen permet de faire, les fraudes aussi l'ont validé. Donc ça veut dire qu'un QR code quasiment pourrait vous accompagner sur 2, 3, 4 millésimes si vous êtes toujours donc inférieur à cette catégorie, à cette teneur en sucre et dans cette tranche d'alcool. Donc c'est vraiment ce travail qu'on a fait pour simplifier au mieux la vie de tout le monde.
Par contre, voilà, faut se dire, ça va peut-être marcher sur 2-3 millésimes, et puis il y aura le millésime un peu plus compliqué, où là, il faudra peut-être faire une série d'étiquettes avec un QR code autre. Voilà. C'est la solution qu'on a trouvée pour essayer de simplifier au mieux la vie de tout le monde. Je ne sais pas si j'ai été clair sur l'explication, mais... Et ce tableau vin tranquille, voilà, pour les catégories, donc teneur en sucre, alcool, vin tranquille, on l'a fait aussi bien sûr pour les vins mousseux avec la champagne. Je disais, vous avez précisé qu'on pouvait modifier la composition même si le vin était parti. Alors attention, là je l'ai dit, c'est le cas extrême. Normalement, on est censé le faire avant que le vin soit parti. Il faut que ça soit encore dans la cave et que ce soit pas en marché. Par contre, si on fait la même chose sur la valeur d'alcool, imaginez qu'on se soit trompé sur la valeur d'alcool, mais sur l'étiquette, on a marqué la valeur énergétique. C'est bien pour ça que je vous dis, il y a une tranche. Alors la tranche, c'est entre 12 et 15. Et qu'est-ce qui se passe si... On a le même problème, on est un de vos confrères. Oui. Parce qu'on a le même problème, les clients nous posent la même question. Qu'est-ce qui se passe si je me suis trompé sur mon degré d'alcool et je le modifie a posteriori? Donc forcément, mon E égal, il est plus bon. Donc si je scanne le QR code, j'ai une information écrite sur l'étiquette. Là, je suis d'accord. Alors là, je pense, là, c'est on va dire le rôle du vigneron de dire... potentiellement, avec mon recul des années passées, les années très solaires, les années plus froides et pluvieuses, théoriquement, je ne suis pas censé dépasser, on va dire, 15 degrés sur cette cuvée-là. Et bien, j'imprime à partir de ce postulat-là. Hein. Après, je suis d'accord, on joue avec la nature, c'est vraiment de choisir la tranche qui est adaptée, quoi. Ça, on n'a pas le choix. Après, les tranches, c'est sûr qu'elles sont peu importantes, mais on va dire entre 12 et 15, 15 et 17, c'est là où chacun devra se positionner en disant bon an, mal an, des millésimes solaires, des millésimes pluvieux. Sur ce parcellaire-là, sur cette cuvée-là, je suis dans une variante de temps. Là, il n'y a que le vigneron qui pourra faire un choix, je suis d'accord. Hein. Ouais. Alors, on n'a pas de recette magique, là. Ouais. Excusez-moi, je me permets une dernière question. Vous l'avez peut-être dit tout à l'heure, mais juste pour être bien sûr, on sait que ce QR code, il doit être dédié aux mentions obligatoires, aux ingrédients. On est d'accord qu'il est possible de rajouter un QR code renvoyant, lui, sur le site web du vigneron, éventuellement. Enfin, je veux dire, on peut avoir 2 QR codes sur une étiquette. Alors tout à fait, ça on peut avoir 2 QR codes sur une étiquette. La seule demande des fraudes, c'est de dire il faudra mettre un titre sur ce deuxième QR code. Puisque le QR code réglementaire a un titre, ingrédient nutrition, alors il n'y a pas de titre qui est donné standard, donc ça sera à définir, mais un titre qui soit très clair. Le principe, c'est de dire le consommateur est par définition non averti, et il faut que facilement il comprenne le contenu du QR code, et qu'il ne fasse pas, on va dire, l'assimilation entre les deux. Il faut qu'il soit clair que lui, il va flasher d'un côté du réglementaire et de l'autre côté du marketing. Donc il faudra trouver un terme qui viendra... on va dire un peu amener le QR code marketing. Alors, c'est à vous d'être créatif, mais que ça soit objectif en disant... D'accord, mais il n'y aura pas de terme officiel. Enfin, je veux dire, c'est à nous de trouver une formulation. C'est à vous de dire, peut-être information sur le domaine, ou information sur les cuvées, mais qui soit très clair, que vous ne soyez pas embêté en cas de contrôle. Okay. Tout à fait, mais c'est possible. Alors pareil, après, je pense qu'il y a du bon sens, c'est de dire peut-être de l'externaliser un peu des mentions obligatoires ou de faire en sorte qu'il ne soit pas côte à côte. Voilà, c'est un peu des choses après du bon sens. Ouais, donc, c'est tout bon, ouais, donc comment ? Alors, ouais. Ma question, c'était, il y a quand même des opérateurs qui sont pas très à l'aise avec ces outils web. Donc la question, c'est est-ce que des metteurs en bouteille, des labos ou des imprimeurs peuvent avoir une délégation, ou est-ce que l'outil est vraiment prévu pour la gestion de domaine ?
Alors c'est par vrai les qu'on domaines. s'était posé la question. En fait, nous, ce qu'on invite à faire pour les prestataires qui accompagnent les domaines, que ce soit les labos ou les imprimeurs, c'est quand même plutôt que le vigneron crée son compte ou l'opérateur négociant en cave coopérative. Pourquoi on ne fait pas de délégation? C'est une question aussi de responsabilité juridique. Parce qu'à la fin, le seul qui est responsable juridiquement vis-à-vis des fraudes, c'est l'opérateur. Donc on préfère plutôt que le compte soit créé au nom de l'opérateur et qu'après la relation avec son prestataire qui l'accompagne fasse qu'il accède à son compte et qu'il puisse derrière générer les informations, générer les cuvées. Mais c'est vrai qu'on avait posé cette question au niveau des autres vignobles et on avait fait ce choix-là. Parce qu'après on est dans une zone grise où qui assume la responsabilité. Et les fraudes, c'est clair, à un moment donné, c'est l'opérateur. Notamment aussi, je prends l'exemple de ceux qui passent par des élaborateurs, notamment pour la prise de mousse sur les effervescents. Pour les fraudes, il est très clair que le responsable, c'est le vigneron qui a fourni les raisins et qui derrière met en marché. Et l'élaborateur n'est qu'un prestataire de service. La responsabilité juridique, elle relève du vigneron, peu importe, de la cave coopérative, de celui qui fait procéder pour son compte à une prestation quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est important à l'avoir à l'esprit, c'est que celui qui rend des comptes, c'est celui qui met en marché et qui facture les vins en question. Donc c'est pour ça. Mais après, par contre, on invite bien sûr la partie œnologue, imprimeur, pourquoi pas, à prendre la main sur des comptes de leurs clients si la demande est faite pour les accompagner, parce que je sais que c'est pas évident, hein. D'ailleurs, une petite parenthèse, là on est sur la partie ordinateur, mais Viniscan, vous pouvez tout à fait aussi le gérer sur smartphone, hein. C'est-à-dire vous êtes dans un cuvage, vous avez 2 minutes où vous faites vos informations, ingrédients nutritionnels sur une cuvée. Donc il y a ce côté, on va dire, très, très flexible. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel support informatique. Voilà, après, je vous invite vraiment à tester l'outil. Je vous dis, c'est gratuit. Et puis, c'est en faisant aussi. Puis, on est à l'écoute, on est par téléphone, par mail. Ne pas hésiter à nous solliciter, hein. Et même si vous avez des idées d'amélioration, on est un peu au bout, hein, mais on est toujours preneur d'idées, quoi. Bonjour. Vous parlez de responsabilité juridique. Est-ce que le QR code il est suffisamment sécurisé pour engager la responsabilité juridique justement de celui qui va mettre les informations sur le site? Alors suffisamment sécurisé, ça serait présomptueux de ma part de vous dire ça. La seule chose, moi, des garanties, nous c'est du factuel. Je ne vais pas vous dire des choses fausses. La seule chose que je peux vous dire, on revient sur cette page-là, attendez que j'essaye de la mettre en affichage. Nous, on peut vous garantir, on respecte la norme ISO 27001 sur la sécurisation des applications. Nos QR codes respectent cette norme de sécurité contre le risque de cyberattaque. Le risque zéro, il n'existe pas. Ce serait faux de vous dire ça. Simplement, on a fait vraiment le maxi sur le niveau de sécurisation. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs aussi, alors certaines autres applications le font, mais une majorité ne le font pas. Donc on a abordé au maximum le risque de piratage. Par contre, je vous mentirais en vous disant que le risque n'existe pas. Après, l'enjeu, il est double. Nous, pourquoi on est sur des niveaux de sécurité assez élevés? C'est la première chose, on ne veut pas que des hackers accèdent à la base de données des vignerons. Pour pas que vos coordonnées, alors il n'y aura pas de coordonnées bancaires, mais que vos mails, votre adresse soient diffusés. Et l'autre enjeu, c'est qu'on ne veut pas que les pages, les étiquettes électroniques, à un moment donné, soient totalement inaccessibles. Ou alors, il faut que ça soit temporaire. Donc, c'est tout le travail qu'on mène pour garder ce niveau de sécurité. Et c'est tout l'avantage aussi de partager l'application avec tous les vignobles français. C'est qu'en fait, la seule chose qu'on peut vous garantir, c'est que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'application, elle sera toujours mise à jour. Parce que la Champagne sera là, le Languedoc-Roussillon sera là, la Bourgogne sera là, les vins d'Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Tous les vins qui sont partenaires seront là. Est-ce que demain, une entreprise informatique privée pour vous garantir sur 10, 15, 20 ans? Peut-être certaines, hein. Mais après, c'est ça, nous, c'est cette garantie de dire, tant que les vignobles français seront là, il y aura quelqu'un derrière la machine qui mettra à jour l'application. Mais voilà, sans risque, je ne peux pas vous dire 100% de risque garanti qu'il n'y ait pas de piratage possible
temporaire sur l'application. Je serais incapable de vous garantir ça. On clôture. Merci beaucoup en tout cas du temps et de votre présence.